Les cybermenaces lors des JO. Alors on va attendre peut-être une minute le temps que tout le monde soit disponible. En attendant, je vais vous présenter comment fonctionne Livestorm. Donc Livestorm, c'est la solution qu'on utilise pour ce webinaire qui vous permet de poser des questions et de voter aussi sur des questions. Donc je vous invite à poser des questions dans votre chat sur le côté. J'essaierai d'y répondre du mieux possible et en cours de route, on soumettra aussi des sondages pour récupérer vos retours sur les différents sujets. Donc aujourd'hui, on va parler de la cybersécurité et des menaces qui sont associées aux Jeux Olympiques, qui est un peu l'actualité du moment, les impacts de ces cyberattaques potentielles, les vecteurs principaux, les risques et comment s'en protéger. Donc les recommandations qui existent par les différents organismes comme l'ANSSI, comme CIS. Et ensuite, je vais vous présenter comment nous, chez Roder, on a choisi de traiter ce sujet-là avec un pack de hardening qui récupère les principales recommandations de ces différents organismes et l'implémentation dans Roder à travers une démo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Charles, je suis responsable des services clients chez Roder. Roder, c'est un logiciel d'automatisation de la sécurisation des infrastructures à destination principalement des ops, mais aussi des équipes de sécurité. C'est une plateforme pour du déploiement, de l'audit de configuration, de la correction automatique, la détection de vulnérabilité et maintenant, notre cas particulier, du hardening. Alors, on va rentrer dans le sujet. Pourquoi est-ce que les entreprises doivent être protégées contre les cyberattaques, notamment pendant les JO? Alors, depuis plusieurs années, l'ANSSI est en train d'alerter sur les risques liés aux Jeux Olympiques. Historiquement, toutes les compétitions sportives internationales ont attiré les différentes attaques, que ce soit les Coupes du monde de football, les Coupes du monde du rugby ou même les Jeux Olympiques. La première cyberattaque de l'histoire a été de l'histoire des JO a été en 1976 à Montréal. Donc ça date pas d'hier. Les Jeux Olympiques de Tokyo de 2021 ont eu 450 millions de tentatives de cyberattaques détectées. Et le nombre d'attaques ne fait malheureusement que augmenter chaque année. On a un effet d'aubaine en plus sur la visibilité des Jeux Olympiques. Il va y avoir des centaines de millions de téléspectateurs. Il y a de nombreux acteurs de différentes tailles qui sont interconnectés. L'ANSSI a indiqué qu'on attendait entre 8 à 10 fois plus de tentatives que lors des JO de Tokyo, donc à peu près 4 milliards de cyberattaques sont attendues. Alors, quels sont les impacts? Alors, le premier, c'est le défaçage. Donc, une atteinte à la réputation. On va avoir des défaçages de sites institutionnels avec des groupes qui vont faire de la publicité pour eux ou pour véhiculer un message, une revendication sur, en ce moment, avec le contexte international, justement, c'est une des craintes principales pour les différents acteurs. On a la paralysie des systèmes d'information. Il peut y avoir des DDoS ou des attaques pour juste casser des choses. Donc ça peut être la perte d'exploitation pour la vente de tickets en ligne ou alors même du décalage totalement de certaines épreuves. Par exemple, si les chronomètres ne marchent plus lors d'une épreuve de course, l'épreuve est décalée. Du vol de données, donc récupérer des données ou chiffrer des données existantes pour faire du chantage, voire même du chantage à l'avance en disant on va vous attaquer et on va vous chiffrer vos données pour éviter ça, versez-nous une rançon en avance. Il y a un préjudice commercial, évidemment, du vol de données en matière concurrentielle ou alors des détournements. Donc là, ici, ce sera de façon opportune des gens qui vont attaquer et en profiter pour récupérer d'autres données sur le côté. Et enfin, de la perte, de la destruction, tout simplement, de données. Ces attaques sont en général multivectorielles. Il ne va pas y avoir une seule, une seule attaque un seul vecteur d'attaque qui va causer de l'ensemble. On va avoir plusieurs facteurs et les trois principaux qui sont remontés sont les erreurs humaines qui sont présentes dans un tiers des cyberattaques.
Ça peut être une négligence, quelque chose qui a été oublié, une erreur de manipulation, une erreur de configuration, ça arrive. Dans 35% des cas, on a la mise en place d'applications non approuvées, donc des applications qui vont augmenter la surface d'attaque ou qui vont causer des risques. Euh, Typiquement, les VPN entre guillemets gratuits sont en général des gros vecteurs d'attaque. Ils sont réutilisés par les éditeurs pour infiltrer les réseaux ou faire des attaques sur d'autres systèmes. Et enfin, les vulnérabilités résiduelles. Donc là, c'est les 0 day ou les 1 day. Donc les vulnérabilités qui n'ont pas encore de correctifs, ou alors les vulnérabilités qui ont des correctifs, mais qui n'ont pas encore été appliqués par manque de temps ou par risque. Et donc ça, ce sont les 3 facteurs principaux qui sont présents dans un tiers des cyberattaques. Alors, quelle protection peut-on mettre en œuvre pour se protéger? Alors moi, j'ai une question pour vous. Vous pouvez répondre au sondage qui est disponible et on reviendra sur les réponses après. Quelles sont Est-ce que vous avez déjà subi des cyberattaques à votre connaissance? Est-ce que vous en avez déjà eu? Donc, le sondage est disponible. Il y a 4 réponses possibles. Oui, à cause d'une erreur humaine. Oui, à cause d'une application non approuvée. Oui, à cause d'une vulnérabilité ou non pas à ma connaissance. Je reviendrai dessus après sur ce sondage. Alors, quelle protection peut-on mettre en place contre ces cyberattaques? Alors déjà, par où est-ce qu'on peut commencer? Les responsables de sécurité vont vous dire, eh ben, il vous faut une politique de gestion de la sécurité. Euh, alors, peut-être que d'ici les JO, c'est un peu short, donc on va commencer plus petit et juste sécuriser les systèmes informatiques en mettant en place une réduction de la surface des risques, de la surface d'attaque et mettre en place du hardening. Donc ça veut dire qu'il faut remettre la sécurité des systèmes informatiques au cœur des ah, excusez-moi, j'ai perdu le mot. Faut que ça redevienne le focus des entreprises. Donc, on a des nombreuses recommandations qui sont disponibles via des référentiels. On a même des contraintes existantes qui sont très strictes. NIS 2, par exemple, qui va arriver en fin d'année, impose la sécurisation des systèmes. Ce n'est pas une recommandation, là, c'est vraiment imposé. Ces recommandations ou ces normes sont indispensables pour pouvoir protéger ces systèmes et ça doit être déployé sur l'intégralité du parc informatique pour une protection optimale. Alors, ça ne va pas évidemment protéger à 100%, le risque zéro n'existe pas, mais diminuer les risques, c'est déjà se protéger. Alors, excusez-moi, je sais pas ce qui. Je cliquez pas où il faut, je suis désolé. Donc, l'ANSSI publie des recommandations et des référentiels pour aider les entreprises à protéger leur système, enfin, entreprises au sens large. Donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques. L'ANSSI a été mandatée par l'État pour piloter la stratégie de prévention des cyberattaques pendant les Jeux olympiques. Et donc, l'agence accompagne des entités qui sont liées au jeu via des audits, des consultations techniques, des sensibilisations et des recommandations. Alors, la recommandation la plus connue de l'ANSSI, c'est probablement le guide d'hygiène informatique qui fournit des conseils haut niveau. Et pour le hardening des systèmes Linux, l'ANSSI publie le référentiel des recommandations de configuration d'un système Linux, dont le nom de code est BP028 en version 2, qui comprend 80 recommandations avec plusieurs niveaux de durcissement. CIS, c'est le Center for Internet Security, c'est une organisation américaine qui date de 2000 et dont le but est d'aider les personnes, alors je reprends exactement le texte qui vient d'eux, c'est d'aider les personnes, les entreprises et les gouvernements à se protéger contre les cyberattaques omniprésentes. Donc, CIS publie régulièrement des recommandations qui sont établies via consensus par des experts du domaine pour auditer et durcir les systèmes avec des benchmarks et avec différents niveaux de durcissement. Ces référentiels couvrent à peu près tous les aspects de la configuration. Donc, ça va des points de montage du système, les paramètres de démarrage, comment est-ce que le noyau est configuré, comment est-ce que les options passées à Grub, vérifier l'intégralité.
l'intégralité des dépôts de paquets, les mises à jour, la configuration des services principaux, supprimer aussi tout ce qui est services qui sont inutiles ou nuisibles, la configuration réseau, firewall, les droits des utilisateurs et les logs. Donc, en fait, on est sur quelque chose qui est assez large. Chacune de ces recommandations est accompagnée d'une justification. Donc, pourquoi est-ce que cette recommandation existe? Comment est-ce qu'on détecte si elle est bien appliquée? Comment est-ce qu'on applique le changement? Donc, quelle est la méthode de faire? Et surtout, quel est l'impact de l'application de chacun de ces changements? Comment est-ce que qu'est-ce qui peut se passer si on applique ce changement? Est-ce qu'il y a un risque de casser quelque chose? Ces recommandations doivent s'appliquer aussi tout au long du cycle de vie des machines. Donc, depuis l'instanciation, avec la création des points de montage, leur configuration, ensuite avec un contrôle constant et les mises à jour régulières des systèmes, et s'assurer qu'il n'y a pas eu une modification faite par des utilisateurs. Et enfin, avec, une fois que la machine a été détruite, il faut quand même pouvoir savoir ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'il y a tout un pan qui est l'externalisation des logs vers un séquestre pour éventuellement avoir des post-mortem et vérifier ensuite. Je vais juste revenir assez rapidement sur le premier sondage. Donc, les réponses sont assez ouvertes, enfin assez équitables. Un tiers a déjà subi une vulnérabilité, un tiers n'en a pas subi une cyberattaque pardon, à cause d'une vulnérabilité, un tiers n'en a pas subi à sa connaissance et un quart à cause d'une erreur humaine. Alors, ces benchmarks, ces recommandations ont des limites. Par exemple, les benchmarks CIS sont publiés par système d'exploitation. Et on est sur des standards, mais qui sont mal standardisés. Vous voyez, ça fonctionne avec un référentiel qui a des identifiants. Et en fait, selon les systèmes d'exploitation, cet identifiant ne va pas avoir le même impact. Sur Red Hat, le 1.5.1, ça va être pour configurer SE Linux. Sur Ubuntu, ça va être s'assurer qu'il n'y a pas prelink. Et sur Debian 10, ça va être s'assurer que l'adresse Space Layout Randomization est bien activée. Donc, c'est très compliqué de garantir la conformité à CIS sur un parc multi-OS. Ça veut dire qu'on doit déployer chacun des benchmarks pour chacun des OS et avoir une connaissance de chacun des ID sur chacun des OS. Donc c'est assez difficile. Certains points sont assez peu actionnables. Par exemple, il y a une recommandation de CIAS qui est s'assurer qu'il n'y a que les bons services qui écoutent sur le réseau et donc on regarde tout ce qui écoute sur le réseau et il faut s'assurer que c'est des bons. Pareil, une recommandation de l'ANSI, la R58, c'est n'installer que les paquets strictement nécessaires. C'est pas forcément évident de savoir qu'est-ce qui est strictement nécessaire, surtout sur des machines qui sont déjà déployées, déjà existantes. La mise en place dans un environnement qui est déjà préexistant est aussi compliquée. Les points de montage n'ont pas forcément été configurés comme recommandé. Donc là, on n'a pas forcément un slash SRV qui est séparé, un slash user qui est aussi séparé. Donc, ça va être difficile de redevenir conforme à ces points-là. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà mis en place un référentiel dans votre infrastructure? Et si oui, lequel? On reviendra aussi, encore une fois, sur la réponse tout à l'heure. Là, je vais vous présenter comment, chez Rudder, on a décidé de résoudre en partie ce problème de complexité de ces référentiels. Donc, on a construit un pack de hardening qui reprend 10 règles essentielles de hardening, issues des benchmarks CIS et de l'ANSI, pour sécuriser les systèmes. C'est un pack de règles qu'on importe directement dans Rudder qui est utilisable, qui sont compatibles avec toutes les distributions Linux supportées par Rudder, donc Debian, les Debian récents, Ubuntu, Red Hat et dérivés, et SLES. Rudder va auditer chacun des points de ces règles toutes les 5 minutes par défaut, en mesurer la conformité et centraliser l'information pour identifier les déviances,
pouvoir les remédier et assurer au fil du temps le bon maintien en conditions de sécurité des systèmes. Les 10 règles sont ici. Il y a une limitation des droits applicatifs via l'utilisation de profils à part mort ou SE Linux. Supprimer les services non essentiels. Donc, c'est des services qui augmentent la surface d'attaque et qui peuvent causer des risques sur l'infrastructure. La suppression des applications clientes à risque. Alors, les applications clientes à risque, ça va être des applications qui, pareil, ne sont pas sécurisées. Par exemple, Telnet, qui est souvent déployé sur les systèmes et qui pourtant n'a pas de protection, fait circuler en clair des messages sur le réseau. La sécurisation des paramètres noyaux et la désactivation des réseaux sans fil. La gestion des logs pour s'assurer qu'on a bien une bonne gestion de tous les logs, de tout ce qui est fait sur les systèmes. La sécurisation des accès SSH, le contrôle de l'escalade de privilèges, donc s'assurer qu'on ne peut pas faire des actions en tant que route, mais qu'il faut être sudo pour faire les actions et que c'est effectivement bien configuré. Contrôle des utilisateurs et groupes locaux et de leur cohérence. La sécurisation des mots de passe des utilisateurs locaux, donc s'assurer que les règles, les bonnes pratiques de mots de passe sont appliquées et que notamment on ne peut pas avoir des utilisateurs sans mot de passe. Et enfin, la vérification des mises à jour applicatives. Donc là, on va mesurer le nombre de mises à jour disponibles et en déduire une note. Ces règles existent toutes en audit pour contrôler sans modifier le système et certaines existent en enforce donc pour pouvoir remédier. Alors, elles ne sont pas toutes disponibles en enforce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y en a certaines qui sont assez risquées où l'impact peut être gros et on ne veut pas, par mégarde, risquer de casser le système en appliquant une remédiation qui changerait un comportement qui serait attendu. Et d'autres aussi ne peuvent pas simplement être corrigés à la main. Par exemple, les points de montage, on ne pourrait pas les corriger automatiquement, donc il faut le faire à la main. On peut aussi définir des exceptions sur ces règles, donc des points qu'on ne veut pas contrôler, soit globalement, soit par groupe de système, soit au niveau du système, voire des points qu'on veut garder que en audit et pas en enforce, pareil, au niveau global, au niveau des systèmes eux-mêmes. On a un système de hiérarchie pour ça. Avant de passer à la démonstration, alors, pour les réponses à la mise en place d'un référentiel, en majorité, vous n'avez pas mis en place de référentiel et il y a une personne qui a mis en place le référentiel CIS Benchmark. Alors, je serais curieux pour la personne qui a mis en place ce benchmark, quelle a été la complexité pour vous sur la mise en place et est-ce que vous avez un système multi-OS? Alors, on va revenir sur la démo, mais comme on est sur un effet démo typique, j'ai eu un petit plantage juste avant le webinaire, ce qui fait que ma caméra n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû redémarrer et donc je dois finir de redémarrer mes VM qui sont sur qui hébergent ma démo. Est-ce que, en attendant que mes machines démarrent, est-ce que vous avez des questions? Donc, dans cette démo, ce que je vais vous montrer le fonctionnement de Rudder. Donc, je vais couvrir un peu l'intégralité de Rudder. Donc, Rudder, c'est un système qui fonctionne avec un serveur et des agents qui sont installés sur chacun des systèmes configurés. Chacun de ces systèmes va remonter un inventaire au niveau du serveur. Donc, on va avoir une vue d'ensemble de chacun des systèmes et va appliquer les règles qu'on souhaite qu'on a définies au sein de Rudder. Mesurer la conformité. Donc là, dans cet exemple, on a par exemple 90% de conformité sur les règles, ce qui est plutôt bien. Et on va voir aussi comment le pack de hardening est construit, comment vous pouvez le piloter et comment vous pouvez aussi le modifier. L'objectif aussi, c'est de pouvoir adapter ce pack de hardening à vos besoins et aux évolutions au fil du temps. Alors, pouf. Donc, on est sur la page de login de Rudder. Je vais me connecter. Alors, vous inquiétez pas, il va y avoir du gris parce que toutes les machines n'ont pas encore démarré. Donc, ici, on est sur le dashboard Rudder qui remonte les informations. Donc, je vous ai dit, il y a du gris, mes machines n'ont pas encore démarré. Qui remonte les informations. J'ai 6 nœuds sur ma démo. Ces nœuds sont le serveur Rudder, 2 machines de base de données, DBQA, DBprod, 2 serveurs web, WebQA, WebProd, et
une instance de management. Donc on a un système qui est multi-OS, on a de l'Ubuntu, 22 et 20, du Rocky et de l'Alma Linux. Si on rentre sur les détails d'un nœud, on a la note qui est affichée. Donc ce nœud est globalement conforme sur les mises à jour. On a une note de A parce que cette machine est totalement à jour. Sur la conformité, on est en F, elle n'a pas démarré, donc l'agent n'a pas encore répondu. Donc c'est pour ça qu'on est sur une conformité qui n'est pas très bonne. On a un inventaire total du système qui est fait toutes les nuits et après l'installation, où on a toutes les informations, donc les comptes utilisateurs, les comptes administrateurs, description de l'OS, les points de montage, les interfaces réseau, tous les logiciels qui sont installés et les mises à jour. Donc cette machine n'a pas de mise à jour, tant mieux. Et la partie hardware. Tout ça, toutes ces informations vont permettre de modéliser l'infrastructure dans des groupes. Donc les groupes, c'est des ensembles de machines, ici, donc, qui sont créés par des requêtes sur les inventaires. Par exemple, mes databases, mes machines du groupe database, ce sont toutes les machines qui ont dans leur nom DB. Donc j'ai deux machines, DB QA et DB Prod, qui n'ont toujours pas totalement fini de démarrer. Donc c'est pour ça qu'elles sont toujours en gris. Ça peut prendre un peu de temps parfois. J'ai des machines par environnement, donc j'ai l'environnement de management, l'environnement de prod et l'environnement de QA. J'en ai par système d'exploitation, toutes mes Alma Linux, toutes mes Debian, tous mes Rocky. Et on peut créer des groupes avec une complexité arbitraire. Donc là, j'ai choisi par exemple les Rocky Linux, mais je pourrais aussi rajouter d'autres critères d'inventaire, par exemple toutes les machines qui ont un software particulier qui est installé, par exemple toutes les machines qui ont HTTPD qui est présent. Dans Rudder, on va manipuler, on va appliquer des configurations sur nos systèmes. Donc on va avoir des routes. Vous voyez là, la conformité est en train de remonter petit à petit. Ici, j'ai créé une arborescence avec une règle d'application qui est utile pour une entreprise, c'est déployer le site web de l'entreprise. Donc j'ai deux machines, une de test et une de prod sur le web, et je déploie un site web et je m'assure qu'il fonctionne bien. J'ai une config de base sur tous mes systèmes aussi. Je veux pouvoir savoir qui est l'utilisateur qui est sudoer et qui va pouvoir se connecter. Donc je me suis créé un compte. Et enfin, les différents points de hardening. Donc on a 9 sections, la limitation des droits applicatifs. On peut aller voir les directives et mesurer, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de bouton, et mesurer les conformités. Hop, je peux filtrer tout ce qui est en succès et voir quels sont les systèmes qui sont non conformes. Et je peux voir que ici, mes systèmes de base de données ne sont pas conformes sur la limitation des droits applicatifs parce que je n'ai pas les kernel security modules qui sont activés. Donc j'ai un audit et AppArmor n'est pas installé sur cet Ubuntu. Donc c'est considéré comme non conforme. Pour la partie des services non essentiels qui ne sont pas présents, pareil, je voulais avoir mon serveur web qui était démarré, je vais attendre un petit peu. Donc ces points de contrôle sont définis avec un pack de hardening qui est défini dans les techniques. Donc, quand on prend le pack de hardening, on arrive avec... Ah, excusez-moi. Alors, je vais couper ma caméra. A priori, le texte n'est pas assez lisible et je vais aussi zoomer un peu le texte pour le rendre plus lisible. Alors, comment je coupe ma caméra? Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça en termes de lisibilité? Oui, très bien. Donc le pack de hardening qui est fourni, c'est un ensemble de techniques dans Rudder. Donc les techniques, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Rudder, c'est la façon de décrire comment on va gérer un service, comment on va gérer un ensemble de systèmes et les différentes actions. Donc ça fonctionne avec des briques de base qu'on appelle des generic méthodes et ces briques de base vont faire des actions. Ici, par exemple, sur la partie section 2 qui est s'assurer que les services ne sont pas présents, on a plusieurs boîtes, donc s'assurer qu'on n'a pas des services spécifiques qui sont présents et s'assurer que les repositories ont bien leurs signatures qui sont vérifiées.
Et si on rentre dans le détail, on a des boîtes qui sont s'assurer que le serveur X n'est pas installé, s'assurer que le serveur AVI n'est pas installé. On peut rentrer dans le détail et on va voir qu'en fait, on s'assure que le package AVI n'est pas présent. Et donc, on a défini la variable ici. Et à chaque fois, on a un bloc qui est en audit et en enforce pour les points où les deux sont supportés. Donc, ça permet d'auditer ou alors d'enforcer. On a la même chose pour les services clients. Donc, par exemple, s'assurer qu'on n'a pas de telnet qui est présent. Donc là, c'est s'assurer que le package telnet n'est pas installé en audit ou s'assurer qu'il n'est pas installé en enforce. On a des points qui sont un peu plus compliqués. Par exemple, les kernel parameters, on va s'assurer que ASLR est bien présent. En fait, c'est en définissant le paramètre kernel randomize VSPs. Donc, tout ça, on a fait ce travail de créer ces règles et de les distribuer qui s'appliquent via Rudder. Et donc tout ça, c'est piloté par des propriétés qui s'appliquent sur les nœuds. Donc les propriétés, c'est un ensemble de clés-valeurs sur les systèmes. Et chacune de ces clés-valeurs, ouais, voilà, ça commence à arriver. Chacune des clés, excusez-moi, j'ai pris la seule machine où il n'y a pas de clés-valeurs. Chacune des clés-valeurs, chacune des clés-valeurs ici, va dire pour chacun des points de contrôle, est-ce qu'on est en audit ou est-ce qu'on est en enforce. Donc là, 1 audit, 1 2 audit, 1 3 audit. Donc on fournit le JSON avec toutes les valeurs et on peut surcharger à chacun des niveaux. Donc on a au niveau global, on peut le surcharger au niveau du groupe, on peut le surcharger au niveau du nœud pour définir si on est en mode audit. Alors je vais juste essayer de comprendre pourquoi mon serveur web qui était mon exemple ne me répond pas. Et par exemple, mon serveur web ici qui n'est pas conforme, excusez-moi, c'est l'effet démo. Il ne répond pas. Donc là, on est sur une machine qui n'est pas conforme. Il y a 22 mises à jour de sécurité, donc on n'est pas sur une bonne note. Ah oui, bon, j'ai cassé la machine et ne démarre plus. Donc, je vais utiliser un autre exemple, c'est pas grave. Ah bah si, voilà, mon serveur web de prod. On est sur une compliance globale de B, donc 83% de compliance aux règles de hardening, et le système est totalement à jour. Tout est bien. Si on rentre dans le détail de la conformité, on a donc les différents points de hardening qui s'appliquent. Je vais filtrer pour montrer que les non-conformités, voir uniquement ce qui est en erreur. Et si on rentre dans le détail, on va voir que mon serveur web, il a un serveur HTTP qui fonctionne. C'est attendu vu que c'est un serveur web. Je veux avoir un serveur HTTP qui est présent. C'est normal. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre en place une exception au niveau des groupes directement. Donc, au niveau de mon groupe des serveurs web, donc je reviens sur la page des groupes, je peux définir la propriété qui est pour le hardening. J'avais préparé pour me simplifier en hardening. Hop, excusez-moi. Le copier-coller n'a pas fonctionné. Une exception pour les serveurs web. Je passe la propriété en JSON. Et donc ici, j'ai une surcharge qui est appliquée. J'ai une exception pour les serveurs web. Et donc, ce point-là ne va plus être contrôlé. Donc, la prochaine fois que l'agent va fonctionner, il va récupérer les nouvelles règles qui sont appliquées avec l'exception pour le serveur web. Donc, il ne remontera pas sur ce point-là. Et donc, on n'aura pas d'erreur sur ce point. Donc, je vais revenir sur mon nœud. Attendez, j'ai lancé l'agent à côté pour que ça aille plus vite. Voilà, hop. Si je reviens sur ce point-là, j'ai plus d'erreur sur la partie HTTP. Excusez-moi, c'est pas le bon, c'est le proxy. Voilà, c'est celui-là, l'audit. Il est ignoré parce qu'il n'est pas en audit et il n'est pas non plus en enforce. Donc là, je vous ai montré comment on peut voir les non-conformités. On peut aussi les remédier. Par exemple, je
je vais forcer à ce que toutes mes machines de test aient la sécurisation de la partie 3. Donc la partie 3, c'est tout ce qui est hardening system, au niveau des paramètres du kernel. Donc je vais me rajouter un hardening ici en JSON. Et je vais tout passer en enforce. Je sauvegarde. Donc là, il me dit que cette propriété est surchargée. On voit effectivement au niveau 3, on est surchargé. Tous mes nœuds qui sont de QA, donc WebQA par exemple, a bien l'information aussi que le hardening est surchargé à ce niveau-là. Il est bien en enforce. Et si je relance l'agent, je vais voir que la partie qui était qui n'est pas appliquée, DBQA, alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais choisi que la section 3 soit... Ah oui, c'est pas le hardening, pardon, c'est le service client. J'avais choisi de ne pas appliquer la section 3 sur la prod, de l'appliquer que sur la prod. On peut choisir d'appliquer chacun des paramètres sur différentes parties. J'avais choisi de le mettre sur la prod. Je vais aussi l'appliquer sur la partie QA pour que mon exemple fasse du sens. Hop, je confirme. Rudder me régénère les nouvelles règles. Ça va assez vite, comme vous pouvez voir. Et donc là, je vais voir la correction du système. Donc, mon service de QA, pouf, la section 3, tout est bien conforme. J'ai bien pas de serveur web. Est-ce que j'ai bien le telnet qui a été désactivé? J'ai regardé la prod, excusez-moi, je crois y avoir appuyé sur QA. WebQA, c'est lui. Hop. Donc, là, je vois que j'ai des erreurs. J'ai des points qui n'ont pas pu être corrigés. L'interface graphique, j'ai pas pu supprimer. Voilà. On supprime, il y a des points qui ne sont pas automatiquement corrigés. Par exemple, on ne supprime pas automatiquement l'interface graphique sur les machines parce que ça peut tirer beaucoup trop de dépendances. Donc là, ce point-là n'est pas implémenté. Tous les autres points sont bien corrigés. Par exemple, il m'a supprimé le client tel... Non, il ne m'a rien supprimé du coup. Bon, il ne m'a rien supprimé. Voilà, très bien. Tout était déjà correct sur cette machine. Je peux aller mesurer au niveau aussi des règles, les changements. Et là, je vois par exemple que en fait, tout n'est pas encore appliqué partout. J'ai un nœud qui n'a pas du tout appliqué cette nouvelle règle. Donc, on pourra attendre tout à l'heure le résultat de ça. Ces techniques sont modifiables, comme vous pouvez voir. Elles sont présentes dans le Technique Editor. Donc, on peut à tout moment décider de rajouter ou de supprimer des paramètres. Donc, on pourrait rajouter d'autres services que vous voulez retirer. On pourrait, par exemple, on peut dupliquer et rajouter, s'assurer que un client d'une application, un VPN, qu'on n'a pas de VPN client installé, et en fait, on va juste remplacer TFTP par NordVPN, par exemple. J'ai mis celui-là comme un exemple, hein, mais ça pourrait être n'importe quoi. N'hésitez pas si vous avez des questions. On a une offre autour de ce pack de hardening de 3 jours avec vous pour sécuriser vos systèmes. Donc, sur ces 3 jours, un consultant expert Rudder va mettre en œuvre et paramétrer Rudder, implémenter ces 10 règles sur vos systèmes et vous faire un transfert de compétences personnalisé. Donc, quand je dis personnalisé, ça veut dire qu'il s'applique à vos besoins et vous montrer quels sont les points importants. Est-ce que vous avez des questions sur notre offre ou des questions en général? Je peux revenir sur la démo, je peux repasser sur des points de détail particuliers. Alors, je vois pas de questions.
Pour rappel, Rudder, vous pouvez le télécharger directement sur nos repositories aussi si vous voulez le mettre en place. Il est disponible pour les principales distributions Linux, donc tout ce qui est dérivé Debian, Ubuntu, euh, Red Hat et SLES. Si vous n'avez pas de questions, du coup, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse sur les problèmes de démo avec mes VM qui n'avaient pas démarré, qui a un peu retardé l'ensemble. Merci beaucoup. Alors, il y a une question de Mathis. Alors, le pack de hardening n'est pas à disposition gratuite. Ah non, ah non. Question de Mathis. Donc, le pack de hardening n'est pas à disposition gratuitement, non. Et c'est pas open source. Peut-être qu'à terme, on pourra y réfléchir, mais pour l'instant, c'est un produit en plus de Rudder qui est disponible et qu'on peut déployer chez vous sous forme de service. Alors, je vois qu'on a encore. Ah oui, voilà. Eh ben, merci aussi de votre disponibilité, Mathis, et à tous les autres participants.